arabe, mais aussi sur le monde méditerranéen. Bien sûr, Béjaïa a un passé plus que millénaire que nous allons découvrir avec les amis de ce soir, les invités de Trésor d'Algérie. Mais avant, nous allons la découvrir par le regard d'un artiste, symbole de cette ville de Béjaïa, en l'occurrence monsieur Bouyahia Rochdi, qui n'est autre que le fils et digne héritier de Cheikh Sadaq le Bjawi Allahi Rahmou. Tout de suite, le reportage va vous donner peut-être envie de découvrir un des temples de l'art ici à Béjaïa. Nous, en tout cas, nous avons aimé. Et tout de suite, le résumé de cette promenade en images. Voici à présent dans un quartier mythique de Béjaïa. Nous sommes juste à côté des murailles de l'ancienne capitale des Hamadites, bien indiqué d'ailleurs dans la carte qui est juste à côté de nous. Nous visiterons tous ces endroits dans un petit moment, mais avant, le propos est tout d'abord de vous présenter l'une des personnalités emblématiques de la ville de Béjaïa. Il est juste à côté. Nous allons tout de suite le rejoindre. On maintient un petit peu le mystère. À tout de suite. Monsieur Rochdi Bouyahia, président de l'association des amis de Sadaq le Bjawi, feu votre père. Donc merci de nous recevoir dans ce bureau qui apparemment est chargé d'histoire. Tout à fait. C'est un lieu mythique. C'est un lieu où plusieurs générations sont passées. Aujourd'hui, parmi beaucoup d'entre eux, sont devenus des vedettes, des artistes. Et non, moi je suis qu'un lien parmi tant d'autres. Parce qu'il y a eu avant moi 3 présidents d'associations. On s'est reliés pour essayer de tirer et de créer une dynamique à chaque fois. Et aujourd'hui, il y a 115 élèves au niveau de cette association qui sont en train de se former. Et c'est grâce à toute l'art qu'il y a eu bien auparavant. Et je trouve que effectivement, l'association a fait du bon boulot. Tous les Béjaouis presque sont passés par là depuis son ouverture en 1963. Aujourd'hui, nous avons 4 orchestres de jeunes qui font beaucoup de bien pour l'association. Et chaque année, nous avons beaucoup d'inscrits qui viennent. Et c'est le rôle principal de l'association, de former la jeune génération à l'histoire de la musique algérienne, qui est très importante aujourd'hui, avec tous les alias qu'il y a, la parabole, Facebook, et nous les soutirons tous les jours pendant 3-4 heures, et ça commence à apporter ses fruits. L'endroit le plus préféré, c'est le théâtre régional de Béjaïa, qui a une longue histoire aussi, depuis 1940. Et moi, depuis l'âge de 11-12 ans, je gambadais dedans. Je connais tous ces recoins. Je passais par la petite fenêtre qu'il y avait ici, tout était ouvert. Et on était 2-3 petits gars. On prenait les violons qu'il y avait là-bas, on commençait à jouer un peu, et on était tous les jours, surtout pendant les vacances, dans ce lieu mythique qui est le théâtre régional. Et je veux voir ce théâtre avec vous. Impossible de quitter cet espace sans un minimum de commentaires sur ce qu'il y a sur ces murs. C'est vrai, il y a beaucoup d'histoires sur ces murs-là. Par exemple, ce diplôme-là a été délivré à Cheikh Sadaq le Bjawi le 21 avril 1949.
par le Dey de Tunis. Il a été nommé chevalier de première classe. Il y a aussi, ça aussi c'est toujours Tunis, il a eu la médaille d'or de la ville de Tunis. Pas mal. Et beaucoup de trophées dans Beaucoup d'autres trophées. D'autres trophées. Ah, il y en a des trophées, hein? Oui. Il y a un joli cadeau là qui est un beau témoignage d'amour entre deux artistes. Plein de cadeaux, et entre autres le Rbab de Cheikh Al-Arabi Ben Sari qui a été remis en cadeau à Cheikh dans les années 40. Il y a cette carte de congressiste de Cheikh Sadr Bjaoui, premier congrès de musique marocaine. Alors à Fès du 6 au 10 mai 1939. Wow, ce n'est pas ça rien. c'est de l'histoire aussi. Oui. Donc au milieu de ces instruments, on trouve plein d'enseignements. Chaque fois, il y a Eureka qui sort. Yes. Chaque fois, nous ressortons une histoire que nos élèves ont dans leur cahier aujourd'hui. Oui, d'accord. Donc vous enseignez tout ça, toute cette histoire. Il y a un devoir de mémoire qu'il faut respecter. ماشي تاع حنا برك حنا لازم نشوفوا من ورا شكون اللي خلق qui c'est qui a fait quoi, comment, pourquoi, par qui. Ça c'est important pour nos jeunes. Cette fois-ci, nous allons vous faire découvrir un autre lieu, le théâtre régional de Bjeya à présent. Allons-y. Nous sommes dans l'antre du théâtre régional de Béjaïa, donc avec notre ami Bouyahia Rochdi, donc président de l'association Ahbab Sadr al-Bjaoui. Et quelle surprise de trouver un décor, n'est-ce pas? Là, je vous ai vu, vous jouiez comme un enfant là. Oui, ça me rappelle beaucoup de souvenirs et en voyant ce bateau-là qui va partir vers Médéa, Inch'Allah, Médéa. Sous la direction de Rachid Ouamriya, ici présent, alias donc Brad'i, connu sous ce pseudonyme plutôt au cinéma. Et cette histoire. Que représente pour vous cette salle, cet espace, cette ambiance? Il y a beaucoup de souvenirs. La première scène qui s'est jouée là, c'était juste après l'indépendance. Il faut dire août-septembre. Il y avait les scouts de Bougara qui sont venus faire une manifestation et tout. Il y avait juste après le Hajj Mohamed Lanka, qui a fait un récital. On avait 10-11 ans, il y avait une foule terrible. C'était les prémices de l'indépendance. Et à partir de là, on a vu défiler beaucoup de nations, des Chinois, des Hongrois, des Russes. Et c'était pour nous une joie de découvrir le monde de par ces planches-là. Et pour moi, ça reste toujours un souvenir ancré. Où, il a une particularité, ce théâtre. Oui, vous me disiez. Il y a des âmes partout. C'est vrai. Moi, j'ai eu la malheureuse incidence de dormir ici. Après des festivités, j'étais jeune, il y avait un petit divan, je me suis assoupi, je me suis réveillé vers 2 heures du matin, il n'y avait plus personne. J'étais un peu, j'avais 12-13 ans, je sortais une sortie, mais j'entendais encore la musique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de souvenirs ici. Oui.
C'est la fin de la visite? Oui, malheureusement. Hélas. Et on est près des murailles de Sidi Boumediene, parce que c'était la grande école Sidi Boumediene, et qui est proche de ce théâtre, de ce lieu mythique. Et c'est un lieu vraiment qui inspire ce théâtre, Oui. qui donne sur la mer, qui donne sur ces monts, ces montagnes. Il y a une grande ouverture. Bjaya, elle est, comme je l'ai dit déjà, elle est cosmopolite. Et c'est une des vieilles villes d'Algérie. Et je termine par beaucoup d'espoir pour l'Algérie, pour nos jeunes surtout, et pour tout le patrimoine que nous possédons. Inch'Allah, la nouvelle génération, elle va encore pousser encore plus l'histoire de Bjaya et de toute l'Algérie, Inch'Allah. Et merci. Oui, nous souhaitons le meilleur avenir à Bjaya et à tous les Bougiotes, bien sûr. Et bien sûr, pour parler encore de cette ville magnifique, de cette ancienne capitale des Hamadides, nous avons ce soir dans Trésor d'Algérie, Monsieur Riri Khlef. Bienvenue, vous êtes directeur au service de la culture, vous me disiez. C'est ça, directeur de la culture de la Ouled Béjaïa. Oui, vous n'aimez pas qu'on dise directeur de la culture tout court? Oui, et si il y a un directeur de la culture, il n'y a plus d'inspiration pour tous les artistes. Donc on le laisse libre. Au service de la culture, toujours. Bien sûr, j'ai l'honneur aussi de recevoir ce soir le président d'une association qui fait beaucoup pour cette ville de Béjaïa. Il s'agit donc de monsieur Jamil Aïssani. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue à Béjaïa. Oui, nous sommes très heureux d'être avec vous. Et bien sûr, vous êtes professeur à l'université de Béjaïa, mais également président donc, de l'association GIMAP, un groupe d'études sur l'histoire des mathématiques à Béjaïa, Bougie. Comment vous aimez l'appeler? Quand on parle en français, il faut dire bougie. En arabe, Béjaïa. En berbère, Vgaït. En italien ou bien en espagnol, Bugia. En latin, Bugea. Hein, vous voyez, la ville, le nom de la ville est lié donc à son histoire. Mais il faut savoir que les petites chandelles s'appellent des bougies. Les bougies. Parce qu'elles étaient fabriquées ici, à Bougie, à base de cire d'abeille. C'est ce qui a fait la renommée en fait de ce produit à travers le monde. Il a été d'abord lancé. Voilà. Enfin, les plus belles bougies qui étaient fabriquées à l'époque à base de cire d'abeille venaient d'ici, de Béjaïa. Au début, c'est pour ça qu'on les a appelées bougies. Oui. Et c'était un des produits qui circulait, qui circulait ici au niveau du port de Bougie. Oui. Ben, nous sommes vraiment très heureux d'être sur ce port, justement, cette belle jetée qui jouxte le port pétrolier, mais aussi, donc c'est un pôle industriel également, Béjaïa, il faut le souligner. Et vous êtes, donc votre association, ainsi que peut-être la direction de la culture et toute la société civile, s'est mobilisée pour la création de cet espace en faveur des Bougiotes et des estivants. C'est vrai. C'est vrai, à la fin des années 90, avec le port de Béjaïa et avec la mairie de Béjaïa, on voulait ouvrir le port. C'est-à-dire permettre à la ville d'avoir un accès au port. Vous voyez maintenant, le port est fermé au public. Oui. Et on n'a pas eu les autorisations. Et donc c'est pour ça qu'on s'est rabattu donc, sur cet espace. Vous voyez ici, nous sommes au niveau de la baie Sidi Yahya. Sidi Yahya, après peut-être nous allons parler du mausolée, donc Sidi Yahya Zouaoui. Oui. La ville va dans à peu près 3 semaines célébrer le 800e anniversaire de sa mort. Il va y avoir un très grand colloque qui va avoir lieu ici. Et vous avez derrière le fort de la mer, qu'on appelle aussi le fort Sidi Abdelkader, qui sont donc 2 monuments très importants de la ville. Et donc ce que nous avons fait, donc nous avons pensé ici à créer cette promenade que vous voyez ici au niveau de la brise de la mer. Et ensuite nous avons avec le port de Béjaïa et avec la mairie, on a décidé donc de l'appeler la promenade Leonardo Fibonacci de Pise. Jadis s'appelait la promenade brise de mer, c'était aussi très poétique, mais là ça porte le nom d'un illustre savant.
À l'époque, il n'y avait pas cette promenade parce que la mer, elle allait jusqu'au fond là-bas. D'accord. Donc ça a été construit. Oui. Ça a été construit. Et donc, pourquoi Leonardo Fibonacci de Pise? Tout simplement parce que c'est ici à Béjaïa qu'il s'est initié au système de numération, aux méthodes de calcul et aux techniques commerciales des pays de l'islam. C'est lui qui a popularisé les chiffres arabes en Europe, à partir de Béjaïa. Les chiffres arabes dont voilà, le départ vers l'Europe de ces chiffres, c'est fait à partir de Béjaïa, monsieur Léry, n'est-ce pas? Oui, si vous me permettez, c'est-à-dire ce qui a fait la beauté de cette région, de cette ville, de cette wilaya, d'abord il y a 3 éléments. Nous avons le premier élément, c'est le golfe de Béjaïa qui s'étale sur 90 km, qui a toujours constitué un abri aux navigateurs depuis les temps les plus reculés et qui est aussi une source de poissons depuis les temps antiques. C'est un. Et pour la ville, juste en face de nous, nous avons la montagne de Goureya qui a toujours protégé la ville des vents du nord qui sont très très violents. Et nous avons la plaine. Ce sont les 3 éléments qui ont permis l'implantation de l'homme dans cette région depuis le temps préhistorique. Et nous avons des sites préhistoriques ici à Béjaïa. Je citerai à titre d'exemple la grotte d'Ali Bacha qui est du côté de Msid el-Bab et du côté des Iguades aussi. Il y a énormément d'abris qui ont été habités par l'homme préhistorique. Et depuis l'Antiquité, il y avait d'abord les Berbères et par la suite les Phéniciens faisaient les transactions avec les autochtones et par la suite il y a eu l'occupation romaine et la ville c'était une colonie appelée Saldaï. À l'époque antique, il y a énormément de monuments qui sont encore debout. Et que nous allons voir certainement dans le reportage dans quelques instants. C'est dire quelque part que toutes ces couches, toutes ces successions de civilisations vont nous permettre aujourd'hui, avec les téléspectateurs de ce soir, un véritable voyage à travers le temps. Et les civilisations, n'est-ce pas? Moi, avant justement de remonter aussi loin, j'aimerais rebondir sur le reportage qui vient de passer. J'aimerais vous entendre parler de Cheikh Sadr Lebjaoui d'abord et de cette fondation, plutôt cette association qui pérennise ce legs ancestral, cet héritage peut-être andalou. Vous me direz, on va essayer vraiment de me situer. Nous avons commémoré, il y a quelques années de ça, le centenaire de la naissance de Cheikh Sadr Lebjaoui. Et ils ont créé des traditions qui sont très très importantes et ils ont su, après la mort du cheikh, donner un cachet particulier à leur association et à leurs activités. En fait, ils évoluent parallèlement à l'école et ils concrétisent aussi un palmarès exceptionnel, n'est-ce pas, monsieur Léry, puisqu'ils viennent de décrocher le premier prix avec la jeune formation de l'association, mais aussi les filles sont dans l'orchestre national, 5 d'entre elles. L'association Ahbab Sadr Lebjaoui, telle qu'elle a été décrite par notre ami Jamil Aissani, c'est une association qui active beaucoup, surtout pour maintenir ce patrimoine immatériel de la ville de Béjaïa. Et puis c'est une pépinière, elle a décroché énormément de prix, que ce soit à l'échelle locale, à l'échelle nationale, même elle a participé dans des festivals qui sont organisés à l'étranger, en Tunisie par exemple. Et aussi, je dirais, plusieurs éléments de l'orchestre national féminin dont les membres sont issus de cette association. Absolument. Ça, c'est un point qu'il faut souligner. C'est une ville, qui a rayonné sur l'ensemble du monde arabe, mais aussi sur l'Europe à son époque et la Méditerranée, n'est-ce pas, monsieur Aissani? Oui, bien entendu. L'histoire donc de Béjaïa, comme l'a souligné notre ami Khlef, date de l'époque préhistorique. Parce que déjà, je laisse cet aspect donc, qui sera abordé par monsieur Léry par la suite. Je voudrais, moi, me focaliser sur l'époque médiévale parce que c'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là que, effectivement, Béjaïa est devenue une grande capitale sur les rives de la Méditerranée. Et il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, à cette époque, le monde, le centre du monde, c'était un peu ça. Vous avez donc la Méditerranée et l'Asie, la route de la soie, etc. Il faut savoir que l'Amérique n'a été découverte qu'à la fin du XVe siècle.
n'est-ce Tout à pas? fait. Donc il faut bien comprendre quel était le contexte. Voilà. Et donc Béjaïa était une grande capitale sur les rives de la Méditerranée et c'était un grand port. Et c'était un centre. Il y a trois éléments qu'il faut se rappeler quand on parle de Béjaïa. Oui. Donc d'abord, effectivement, port de commerce, centre d'enseignement supérieur et le dialogue interreligieux. Il faut savoir qu'en 1071, le pape Grégoire VII a envoyé une lettre au prince Nasser, celui qui a fondé la ville de Béjaïa. Et selon Maslatri, qui a rendu public ce document d'archives, jamais pontife romain n'a marqué de sympathie à un prince musulman de cette manière. D'accord. Et il faut savoir qu'aussi au XIVe siècle, en 1307, le célèbre philosophe catalan Raymond Lull est venu ici, à Béjaïa, et il a eu des disputes très célèbres avec les savants de Bougie. C'est-à-dire que Bougie avait à peu près la même envergure que Tolède ou Séville à l'époque. Il faut dire, voilà, pour situer un petit peu, pour apporter un élément de comparaison. Vous voyez le mausolée dont je vous ai parlé tout à l'heure de Sidi Yahya Abou Zakaria. Oui. Je vous ai dit que nous allons commémorer le 800e anniversaire de sa mort. C'est un savant dont la dimension spirituelle était aussi importante que celle de Sidi Boumedienne. Il est mort en 1215 et le métaphysicien andalou Ibn Arabi, qui est considéré... est passé par là aussi. Qui est passé par ici. Ibn Battuta. Oui. Idrissi. Exactement. Mais il faut savoir que là, on est, si vous voulez, à la fin du XIIe siècle, au début du XIIIe siècle. Donc Ibn Arabi a écrit un livre qui est très célèbre, qui s'appelle Les Futuhat, où il consacre une notice à Sidi Yahya. Il parle de lui, il parle de sa dimension, il parle de sa dimension sociale, sa dimension spirituelle. Donc, et à l'époque, ces personnages, Ibn Arabi jusqu'à présent, à Damas ou bien en Andalousie, est un personnage qui est de dimension internationale. Oui, mais est-ce qu'on cite son passage? Est-ce qu'ailleurs on parle bien sûr du passage de l'Idrissi, de Boumedienne, de Ibn Battuta, d'Ibn Arabi, Ibn Hamed et tant d'autres, de Sidi Bou Saïd? Est-ce qu'on parle de l'influence de Béjaïa sur ces personnages? L'impact de ce passage par Béjaïa sur ces personnages? Ou est-ce que c'est ce qui vous a motivé quelque part à créer cette association et à lutter pour, pour réhabiliter l'histoire de tous ces personnages et toute cette richesse? Et faire connaître ensuite, effectivement, tous ces éléments historiques qui sont très importants. Ibn Arabi, quand il arrive ici, il a eu une vision très célèbre. Oui. Très célèbre, qui est rapportée un peu partout. Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun également. Ibn Khaldoun, il est venu à Béjaïa à plusieurs reprises, mais c'est effectivement son voyage de 1365-1366 qui est rentré dans l'histoire. Alors, il est ici pour des raisons politiques. Il a été nommé Hajb, c'est-à-dire Premier ministre. Et tous les matins, après avoir expédié les affaires courantes au niveau de la cour, il descend à la mosquée d'El Qasaba pour donner des cours de jurisprudence et de mathématiques. Et Ibn Khaldoun, c'est ici à Béjaïa qu'il a occupé les plus hautes fonctions. Absolument, absolument. Et c'est grâce à son passage à Béjaïa que l'on sait qu'il avait une formation de mathématiques. Oui. Et ce qu'il dit dans la Muqaddima, parce qu'il a un chapitre sur les mathématiques dans la Muqaddima, il y a des choses que jusqu'à présent nous ne comprenons pas. Il cite des personnages qu'on ne connaît pas encore. Oui. Et donc il faut qu'on retrouve les manuscrits de ces savants pour qu'on puisse compléter. Nous allons parler de votre contribution à la sauvegarde de tous ces manuscrits dans un tout petit moment, mais avant, que diriez-vous d'une petite balade à travers l'histoire, à travers ces lieux que vous êtes en train de citer, certains d'entre eux du moins, et notamment la Casbah qui a vu le passage de Ibn Khaldoun. Donc ce reportage va un petit peu nous guider à travers la ville. C'est signé Hamid Rabou. À tout de suite.
par son histoire plus que millénaire, Béjaïa est l'une des plus anciennes villes d'Algérie. Pleine d'histoire, d'art et de culture, la perle de l'Afrique du Nord a connu plusieurs civilisations qui se sont succédées à travers le temps. C'est à partir de cette ville que les chiffres arabes ont été popularisés en Europe. La capitale des Hamadites qui fut de tout temps un lieu de pèlerinage et une ville du savoir présente aujourd'hui une richesse culturelle inestimable. Une grande partie de ces vestiges est classée au patrimoine culturel. Monsieur Léry, directeur de la culture au niveau de la wilaya, nous fait visiter ces nombreux sites naturels et vestiges historiques qui témoignent encore aujourd'hui des faces de la longue histoire de cette ville. Béjaïa, c'est une ville qui regorge d'un nombre très important de sites et monuments. Nous avons 28 sites et monuments classés. Il y a ceux qui sont classés à l'échelle nationale, il y a d'autres qui sont inscrits sur inventaire supplémentaire par arrêté de M. Louali. Il y a aussi, nous avons recensé plus de 45 sites et monuments à travers toute la wilaya, c'est-à-dire les 52 communes, et leur prise en charge aujourd'hui. Nous avons quand même 16 opérations d'études et restauration concernant ces sites et monuments, car Béjaïa, ce n'est pas uniquement la mer, ce n'est pas uniquement la montagne, c'est aussi toute cette richesse patrimoniale qui contribue d'une façon très très efficace dans ce que nous appelons le tourisme culturel. Et puis ces monuments et sites, il ne faut pas que ça reste des cimetières, il ne faut pas que ça reste des lieux abandonnés, et il faut justement les restaurer, les étudier, les restaurer et les utiliser et les transmettre aussi aux générations futures sous un meilleur aspect. Dans les temps préhistoriques, la présence de l'homme à Béjaïa est attestée à divers endroits. Les grottes représentent l'époque la plus ancienne de l'occupation humaine dans cette ville. Les vestiges recueillis sur le lieu remontent au Paléolithique moyen et au Néolithique, époque de la toute première évolution sociale de l'humanité, avant de rentrer dans l'histoire. Les Phéniciens, peuple de marchands et de la mer, établirent aussi des comptoirs dans la région. Située à 25 km à l'ouest de Béjaïa, la commune de Toudja est gorgée d'histoire antique. À l'entrée de Tadart, les ruines de l'aqueduc romain nous accueillent avec leur formidable sculpture phallique. La construction de l'aqueduc et du tunnel devait permettre le transport par gravité sur un parcours montagneux de près de 25 km de l'eau de Toudja jusqu'au cure de Saldé. Le tunnel de l'Ahbel mesure à lui seul 560 mètres. Toudja, c'est aussi l'eau translucide, parfois blanchâtre, à la pureté inégalable dans la région. Partout, vous croiserez des cascades et des ruisseaux, dégoulinant généreusement de la source située au centre du village. La fontaine située en face de la piscine de Béjaïa a été construite en 1895. L'ingénieur qui l'a construite utilisa la même source et le même tunnel que l'aqueduc romain de Toudja. Un cippe hexagonal découvert à Lambèze à Betna en octobre 1866 est relevé d'une inscription romaine relative à la construction de l'aqueduc a été transféré à Béjaïa pour orner cette fontaine. Sous le règne des Hamadites à la fin du XIe siècle, la cité médiévale Nasiriyya comptait 7 portes d'entrée. Il ne subsiste aujourd'hui que 2, Bab el-Bahr, appelée porte Sarrazine, et Bab el-Bounoud, actuellement Bab el-Fouqa. Il
édifiée à l'époque du sultan Nasser vers 1070, la porte sarrasine qui donne accès sur la mer faisait partie du dispositif de fortification de la ville. Bab el-Bahr rehaussait le prestige de la ville par son architecture et dominait le front de mer par sa hauteur et son arcade. Elle constituait surtout cette frontière solide entre la ville et la mer. Construite entre 1067 et 1071, Bab el-Bunoud, appelée aujourd'hui Bab el-Fouta, est flanquée de 2 tourelles toujours visibles, d'où les sentinelles pouvaient surveiller les alentours, et probablement surmontée d'un prétoire royal, d'où le sultan pouvait admirer l'arrivée des caravanes. Cette porte a 2 ouvertures, dont la plus authentique est celle qui se situe à gauche quand on vient de l'extérieur de la ville, alors que celle de droite aurait été fortement remaniée par les Français. Aujourd'hui, c'est un monument classé. En 1610, Bijaya tomba aux mains des Espagnols, qui détruisirent les 2 tiers de la ville et fortifièrent le 1 tiers restant. Édifié sur les ruines du palais hamadite l'Étoile, le fort Burj Moussa a été construit par les Espagnols, et plus précisément par Pedro Navarro. Malgré les contraintes du temps et des intempéries, ce fort tient encore debout sur ses piliers. À l'époque espagnole, il se constituait de 3 grandes salles, 2 salles latérales, une terrasse centrale et 2 autres petites, formant les tours de contrôle. Les murs ont plus de 2 mètres d'épaisseur. Le côté nord du fort, en forme de V, servait à cerner l'ennemi. En 1555, Salah Raïs libère Bijaya des Espagnols. En 1833, la ville sera reprise par les Français. Le 8 mai 1945, la répression conduite par les forces coloniales françaises à Kharrata dépasse l'horreur. Une expédition punitive atroce de plusieurs jours, au cours desquels des centaines d'Algériens ont été précipités des ravins rocheux. Ils les ont tués de façon horrible, les ont mutilés, en jetant sur les cadavres rassemblés des grenades. Puis les ont enterrés en recouvrant les corps déchiquetés avec du mortier. Sur le lieu, dans ce ravin, je n'arrive même pas à imaginer la scène, tellement c'était horrible, un acte barbare. Le bruit des corps se fracassant sur les parois des roches du fin fond des gorges bourdonne encore. Devant ces faits, on ne peut que dire gloire à nos martyrs. Il fut une époque où Bijaya était avec Tolède et Séville le plus grand centre intellectuel du monde arabe, où résidaient des savants
comme le géographe El-Idrissi, Ibn Battuta, le grand mystique Ibn al-Arabi, l'historien Ibn Khaldoun et bien d'autres. Les deux occupations espagnoles et françaises ont détruit presque toute la mémoire de cette ville. On ne trouve plus ses somptueux palais, ses merveilleux jardins et même ses lieux de culte et de savoir. Un véritable voyage dans le temps et beaucoup d'émotions à certaines escales, n'est-ce pas, Monsieur Riri? Oui, quand on voit justement les atrocités qui ont été commises par le colonialisme français, notamment à Kharata, c'est ce qui a conduit justement les services de la direction de la culture à inscrire sur l'inventaire supplémentaire ce haut lieu de mémoire. Absolument, Kharata, ça qui méritait. est inscrit pour protéger et justement de raconter l'histoire qu'a vécue nos parents et afin que l'oubli ne l'emportera jamais sur la mémoire. On vous sent impatient, vous êtes inquiet pour la marche de l'histoire, pour cette montre qui tourne et qui tourne et qui tourne, puisque tout à l'heure, au pied de la citadelle, on vous a senti très pressé de retrouver donc ce monument tel qu'il était avant. Oui, c'est un lieu qui j'ai passé un peu plus, je dirais, 25 ans de ma vie pour le patrimoine de cette ville et je continue encore. Et malheureusement, parfois, le côté administratif, c'est une petite contrainte pour retrouver justement ces pierres, l'odeur et justement... Oui, parce que vous êtes archéologue. Je suis archéologue de formation, justement. Vous savez, Béjaïa, le noyau historique de Béjaïa est un musée à ciel ouvert. À lui seul comptabilise un peu plus de 18 sites et monuments. Et alhamdoulilah, Dieu merci, nous avons pu justement classer ce noyau historique sur une superficie de 70 hectares en tant que secteur sauvegardé par un décret exécutif pour justement protéger l'âme de Béjaïa. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a c'est-à-dire cette ville avec les vieilles bâtisses, si on ne les prend pas en charge, c'est tout un pan de l'histoire de cette ville qui va disparaître. Donc sur le plan juridique... Le projet évolue bien? Le projet évolue bien, la réhabilitation de la citadelle? Sur le plan juridique, tout le noyau historique il est protégé par un décret exécutif. Maintenant, sur le plan, je dirais, restauration, nous avons commencé par la casbah de Béjaïa. Il y a 2 lots qui sont déjà en cours et nous avons attribué... ça fait pas longtemps 2 autres lots, la maison à patio et les autres. Parce qu'elle se compose de plusieurs édifices. Oui, et nous avons aussi citadelle. entamé les travaux de restauration en ce qui concerne Borj Moussa, où j'ai passé 15 ans de ma vie professionnelle. Oui, vous étiez directeur du musée. Oui, et j'ai travaillé en tant qu'attaché de conservation pendant 15 ans de ma vie à Borj Moussa. Donc ce sont des lieux auxquels je m'y attache en tant que personne, en tant que professionnel. Et pourquoi j'étais un peu pressé justement de voir, grâce à vous aussi, grâce à la télévision, qui m'ont un peu décroché de travail administratif et de revoir justement ces lieux. Et je dirais, c'est une mission qui est noble parce que ça va de la mémoire collective que nous devrons conserver et transmettre aux générations futures dans un meilleur aspect. Mais toutefois, il faut utiliser aussi ces lieux de mémoire, les fructifier afin qu'ils participent dans l'économie nationale. Oui, les circuits existent, ils sont portés par des associations essentiellement puisque l'office de tourisme local de Béjaïa a été créé seulement il y a 3 ans. Donc vous avez l'appui de beaucoup d'associations ici à Béjaïa, c'est ce qui fait la particularité. Mais avant de donner la parole aux représentants de la société civile, j'aimerais que vous me disiez quel est votre trésor, vous qui êtes archéologue et vous qui avez parcouru Béjaïa de bout en bout. Quel est votre véritable trésor dans cette ville de Béjaïa? Je dirais toute la wilaya de Béjaïa. Oui, mais je voudrais quand même que monsieur l'archéologue vous choisisse un lieu, s'il vous plaît. Le lieu, c'est le lieu... Un lieu qui ferait la spécificité, en fait. Si je devais dire aux téléspectateurs de ce soir, à ceux qui nous regardent cette nuit, de venir ici à Béjaïa, par où commencerait la visite que vous offririez? Je commencerai par Borj Moussa. Pourquoi Borj Moussa? Borj Moussa, d'abord, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai passé 15 ans de ma vie professionnelle. En plus, il a été construit sur les ruines d'un ancien château de l'époque hamadite, le château de l'Étoile. Et par la suite, le colonialisme français utilisé en tant que caserne militaire appelée Fort Barral,
où justement il y avait des geôles qui ont été annexées, des cellules de torture qui ont été annexées au mur est. Il y avait une dizaine de cellules. Donc vous voyez, on retrouve toute l'histoire de Béjaïa. Justement, Béjaïa, en plus, il surplombe la ville de Béjaïa. Et une belle collection d'œuvres d'art aussi. Oui, il renferme énormément de collections. Je citerai à titre d'information sur les arts plastiques. Nous avons des toiles qui sont de renommée internationale. La copie de Fragonard, par exemple, la liseuse. Il y a 46 toiles d'Émile Aubry, qui est fils d'Albert Charles Aubry, qui était maire de Sétif à l'époque, en même temps sénateur. Et c'était justement à cette époque qu'il y a eu la réalisation des Ain Fouara. Et ce sénateur et maire de Sétif a presque interdit à son fils d'étudier l'art. Mais malgré justement cette contrainte, il a continué à travailler dans l'art. Il a offert au musée de Béjaïa 46 toiles qui sont toujours là-bas. Je citerai à titre justement la fameuse statue de Camille Claudel, qui est très intéressante, l'original en plâtre, qui a été réalisé par Camille Claudel en 1906. Nous avons l'original, c'est notre butin de guerre. Ah ben c'est bravo. Oui. Hein. Et les Français détiennent une copie qui a été réalisée par Eugène Blot en 1907, qui se trouve du côté musée de Toulon. Oui. Donc voilà un peu les richesses, sans compter tout ce qui est mobilier archéologique, les éléments architectoniques. Et GIMAB a contribué à la valorisation de beaucoup d'œuvres d'art, des sculptures, aussi la galerie d'Aubry justement. Et vous avez pratiquement participé à tous les chantiers culturels de cette ville de Béjaïa. On vous associe à tous les comités, tous les conseils de la ville pour donner votre avis en tant que scientifique, en tant qu'élite dans cette ville, n'est-ce pas? Effectivement, nous sommes associés à plusieurs structures. Nous présidons le conseil scientifique du parc national du Gouraya. Nous sommes dans le conseil d'orientation, nous étions dans le conseil d'orientation de la Maison de la Culture, dans le conseil d'administration de la bibliothèque de lecture publique. Vous avez représenté l'Algérie à la conférence de Rio 2012. C'est vrai. Ouais, il y a eu beaucoup de choses de fait. Oui. C'est vrai. Alors, si vous me permettez... La création de 2 musées aussi, vous avez un petit peu propulsé cette création, enfin, le musée de l'eau, le musée de la géologie. Mais ce sont des structures qui ont été créées en collaboration, n'est-ce pas? Tout à fait, avec c'est ce que des je voulais dire. institutions publiques, avec des scientifiques, etc. Si je peux me permettre de compléter votre reportage. Oui, allez-y. J'aurais pas terminé par le massacre de 45 de Kramata. J'aurais parlé du congrès de la Soumam absolument, à Ifri, d'autant plus que l'année prochaine, ça sera le 60e anniversaire du congrès de la Soumam. Et donc la région de Ouzlegen se prépare et voudrait que les festivités du 60e anniversaire soient organisées officiellement à Ifri. À Ifri, et puis j'ai appris, bien sûr, par le biais des structures de la wilaya, bien sûr, nous saluons toutes les personnes qui sont à l'origine de cette initiative, la récupération du mobilier spécifique à cette grande rencontre qui a marqué l'histoire de notre révolution. Et donc le mobilier a été récupéré, notamment une table, une chaise. Et voilà, donc il va y avoir des choses à voir dans ce lieu mythique, ce lieu historique, chargé d'histoire et de mémoire. Mais vous, vraiment, vous avez contribué à l'écriture de l'histoire de Béjaïa quelque part, puisque vous avez offert à la ville toute une banque de données à travers la toile, à travers les écrits, à travers les manifestations, mais aussi à travers la création d'une bibliothèque de manuscrits. Et j'en citerai encore. Vraiment, vous êtes combien? Moi, je suis curieuse de savoir combien sont les membres de GIMAB. Oui, c'est très intéressant. Pour être vraiment déployé sur autant d'initiatives, j'aimerais connaître la composante de votre association. Alors, il y a 2 types de membres de GIMAB. Il y a, j'allais dire, ceux qui font le travail scientifique. Oui. Parce que le travail scientifique est un travail qui est dur, qui est compliqué, etc. Là, il y a à peu près une trentaine de personnes qui travaillent. Ce sont des... C'est le noyau dur. C'est le noyau dur. Il y a des moi, je suis mathématicien, mais il y a des archéologues, des architectes, des anthropologues, des spécialistes de sciences religieuses, voilà, des professeurs de lycée, etc. Et il y a toute une armada de membres de GIMAB qui, eux, participent à l'organisation des manifestations.
En général, nous organisons un colloque par an. En général. Et dans ce colloque, il y a toujours des visites touristiques, etc. Donc là, il y a plusieurs dizaines de membres. Mais ce qu'il faut dire que la plupart des activités que nous faisons ces dernières années, nous le faisons en collaboration. C'est-à-dire qu'en général, quand nous organisons quelque chose, c'est toujours avec quelqu'un. Oui. D'abord plusieurs institutions, mais parfois une institution pilote. Par exemple, pour le colloque sur, comment dirais-je, Yahya Abou Zakaria Zouaoui, nous le faisons avec la wilaya de Borj Bouaraj. Oui. Il y a là-bas, à Chouatra, c'est un village de la commune de Borj Bdir, où il y a des descendants de Sidi Yahya qui sont là-bas. Et donc nous faisons ce colloque en collaboration, une journée à Béjaïa et une journée à Borj Bouaraj. À Alger aussi, nous avons un quartier qui s'appelle Sidi Yahya. Donc pour connaître l'histoire de ce saint homme, il faudrait venir à Béjaïa pour découvrir. Non, il y a beaucoup de Sidi Yahya. Il y en a beaucoup. Dommage. Moi qui voulais inviter tout le monde à venir chez vous. En fait, vous êtes initiateur également de la conférence permanente des villes historiques de la Méditerranée. Le départ, c'était en 2003 Non, la conférence permanente des villes historiques de la Méditerranée est une ONG. Oui. Qui regroupe donc les maires des villes historiques de la Méditerranée. La ville de Béjaïa a adhéré à cette organisation en 1999. Et en 2003 également. Parce que pour adhérer à cette organisation, il faut une délibération du conseil municipal. Donc en 1997, la CPVHM avait demandé, ils nous ont écrit une lettre en nous disant que la participation de la ville de Béjaïa est très importante. Nous avons demandé au conseil municipal, ils ont fait cette délibération et c'est comme ça qu'en 1999, la ville de Béjaïa a adhéré. Ça s'est passé à Chativa en Espagne. En 2003, la conférence permanente a eu lieu ici à Béjaïa. Voilà, d'où ma confusion. Donc ici à Béjaïa, donc les maires des villes historiques qui sont venus de partout, de Palestine, de Jordanie, etc., se sont réunis au théâtre. C'était émouvant. Et c'est la première fois, depuis l'indépendance, que la ville de Béjaïa a eu la possibilité de jouer un rôle politique à l'échelle internationale. Oui, et quelle est la réalisation de GIMAP dont vous pouvez vraiment être fier et que vous aimeriez mettre en avant? Le travail que, si vous voulez, celui qui nous a demandé le plus de travail, en 2011, lorsqu'il y a eu Tlemcen, capitale de la culture islamique, à Tlemcen, le ministère de la Culture nous a demandé de produire une exposition qui s'intitule « Les échanges intellectuels Béjaïa Tlemcen », voilà. D'où l'ouvrage que vous nous avez amené ce soir. Il s'agit du catalogue, c'est un livre d'art. Oui, qui retrace un petit peu et donc, le fruit de ce labeur. Exact. Il s'agit d'une très grosse opération. C'est pour la première fois que nous avons eu les moyens de produire une exposition qui avait sa place à New York, à Paris, etc. Donc plus de 40 spécialistes de Tlemcen, d'Alger, de partout ont participé à cette opération, des artistes, des maquettistes, etc. Donc cette exposition, elle a été présentée au Palais de la Culture à Tlemcen en 2011. Ensuite, la scénographie a été adaptée pour être présentée ici à Béjaïa au niveau de Borj Moussa. Et actuellement, cette exposition se trouve au Khroup. Très bien. Le maire du Khroup, le professeur Aberkan, ancien ministre de la Santé, a commandé dans le cadre de Constantine 2015 capitale de cette la exposition. Elle n'a pas pu intégrer les structures du Khroup. On a été obligé de monter un chapiteau de plus de 500 mètres carrés. Et actuellement, tous les écoliers, tous les lycéens de la région visitent cette exposition. Je reviens à vous, Monsieur Léry, pour parler aussi des festivals de Béjaïa. Donc, quels sont plutôt les festivals de Béjaïa? Si jamais on devait inviter les téléspectateurs ce soir à venir, ce serait vers quelle période et vers quel festival se dirigerait-il? Très bien. Donc je commence d'abord
à rendre hommage à toutes les associations actives au niveau de Béjaïa, pas uniquement dans la ville, mais à travers tout le territoire de la wilaya de Béjaïa. Nous avons des associations qui ont démontré, par leur persévérance, aller jusqu'à la 13e rencontre cinématographique de Béjaïa, organisée chaque année par l'association Project Earth. Et là, je salue le président de l'association, c'est Abdelnour Haouchiche. Justement, monsieur le ministre de la Culture a tenu à assister à l'ouverture à Barj Moussa. Ah bah formidable. C'était donc, les rencontres ont eu lieu entre le 5 et le 11. L'ouverture, c'était au niveau Barj Moussa. Voilà, c'était au mois de septembre dernier, tout à fait. Et par la suite, au niveau du théâtre régional et aussi à la cinémathèque. Et nous avons aussi dans le théâtre. Je commence d'abord par le travail associatif. Il y a l'Étoile culturelle qui organise chaque année, généralement en octobre, aussi un festival théâtre Amazigh. Nous avons du côté d'Amizour un festival qu'ils ont dénommé Festival Prix. Quelle période Généralement, ça s'est passé... le mois passé, non? Oui, le mois passé, auquel j'ai assisté même à l'ouverture. C'était les rencontres, plutôt festival, théâtre, prix Abdelmalek Bouguermouh. Oui. Rabbi Rahmou, c'était un grand dramaturge. C'était un des premiers directeurs du théâtre de Béjaïa. Le théâtre de Béjaïa, il a été baptisé au nom d'Abdelmalek Bouguermouh. Là, c'est le travail de la Ligue des activités culturelles et de jeunesse au niveau d'Amizour. Je citerai l'association Adren Fed qui organise chaque année aussi des poésiades, des rencontres de poésie berbère. Donc ils invitent d'un peu partout. C'était un défenseur de cette culture. Oui, il y a aussi l'association Ahbab Sadr El-Bjaoui qui organise justement des journées citadines sur la musique savante. Donc là, ce sont des associations. Il y a aussi eu Festival Djoua il y a quelques années. Quelques années, qui a justement... Au sommet d'une montagne, un festival fabuleux. Oui, chez le Douareth Bimoun, comme on dit aujourd'hui. Avec des représentations théâtrales et cette scène fabuleuse qui surplombe Béjaïa. Ça, c'est le travail associatif, ce sont de véritables partenaires. Ces associations actives, nous sommes là à les aider, à les accompagner. Justement à les aider, pas uniquement de point de vue moral, mais aussi financier, parce que nous les aidons à travers les subventions, que ce soit au niveau du ministère, sans oublier aussi nos amis, nos concitoyens de la ville de Béjaïa, comité de fêtes de Béjaïa, qui organise chaque année Festival de la chanson Amazigh, Festival du rire. Là, ce sont des associations et comités. Si on revient maintenant aux festivals qui sont institutionnalisés, au profit de Béjaïa, il y a 4 festivals. Il y a Festival Lire en Fête, Festival des échanges culturels ou bien des arts et cultures populaires. Nous avons le Festival de la chanson et musique kabyle, qui s'est passé juste après le mois de Ramadan au niveau de la Maison de la Culture. Et bien sûr le Festival international du théâtre. Donc le travail des associations qui ont pu démontrer aussi avec leur travail de persévérance et aussi les festivals institutionnalisés, ce sont justement de l'animation continue tout au long de l'année, justement les soirées et les journées estivales et autres. Et autres justement. Nous sommes, en tant que direction de la culture, nous sommes à l'écoute. Nous sommes là pour les aider, les accompagner et toutes les infrastructures du secteur de la culture sont à la disposition justement de ce genre d'association. Et là, M. Esseni, qui est de la présence justement de M. Esseni, qui témoigne de cette présence. 90, je dirais, avant même la création de votre association. Il venait au musée et on travaillait ensemble et on continue. On continue aussi justement pour lui. Nous souhaitons vraiment toute la pérennité à toutes ces collaborations et toute cette synergie. On sent qu'il y a un travail vraiment de collaboration très étroit. Ils sont là pour dépoussiérer justement tous ces points noirs qui sont peut-être avec le temps. Il n'y a pas eu un travail de recherche parce que le travail de recherche ne se
fait pas uniquement par les institutions de l'État, il se fait justement avec la ce genre société civile. d'association, la société civile. La société justement. civile contribue vraiment, la banque de données essentielle de Bdjaya a été créée par ses citoyens. Sinon, si vous me permettez, Oui. en tant que direction de la culture, nous avons Oui. entamé un travail depuis mon installation à la direction de la culture, la carte culturelle de la wilaya de Béjaïa, commune par commune, segment par segment. Nous avons aussi réussi à éditer 4 numéros, revues culturelles que nous avons dénommées Vgeïs, comme on l'appelle, Vgeïs, et nous allons d'ici la fin de l'année éditer le 5e numéro. Nous avons édité aussi le premier salon des arts plastiques et nous allons, Inch'Allah, éditer le premier catalogue partiel du patrimoine culturel immobilier. Je vous remercie, Monsieur Hassani Djamil. Quel beau nom. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir accompagnés, d'avoir témoigné de la participation de la société civile à l'essor, bien sûr, de la ville, mais aussi à l'essor, plutôt à la préservation de tout un patrimoine, de tout un pan d'histoire. Bravo pour toutes vos actions et toute la pérennité, Inch'Allah, pour elles. Je vous remercie. Voilà. J'aimerais que vous nous rappeliez juste le site de l'association. Alors, http Oui. www.gimab.org. Très bien. Donc c'est sur ce site qui s'affichera aussi en bas de l'écran que les téléspectateurs pourront renouer avec l'histoire de Bdjaya, avec les images de Bdjaya également. Merci à vous, Monsieur Léry, d'avoir aussi enrichi ce débat sur Bdjaya et sur son passé millénaire. Merci à vous. Nous continuons à faire ce travail qui n'est pas ma profession, c'est aussi ma passion. L'aventure à Bdjaya n'est pas terminée. Nous vous retrouverons dans 15 jours avec de très beaux paysages de cette belle ville de Bdjaya. Un deuxième numéro qui sera consacré à ce petit joyau méditerranéen, à cette perle de l'Algérie. Donc rendez-vous est pris dans 15 jours. D'ici là, passez une excellente soirée avec la suite de nos programmes et à très bientôt. Au revoir.